Bonjour tout le monde. Voilà, logiquement maintenant, vous nous entendez bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreuses à ce webinaire et bienvenue donc à cette première session de notre webinaire Arizona, ça va piquer. Je me présente, je suis Alice Mazy, je suis la responsable communication de la CNE et nous allons passer une heure ensemble pendant ce temps de midi pour vous présenter une petite partie du catalogue des horreurs prévu par le gouvernement Arizona. Alors, ce webinaire va se faire avec plusieurs séquences, ça va s'alterner. Tout d'abord, on va avoir des séquences où on va vous présenter certaines mesures concrètes et elles vont être alternées avec des séquences de questions-réponses. Et finalement, notre secrétaire général, Philippe Van Kersbiel, qui viendra conclure cette heure passée ensemble. Alors, concernant les questions, vous allez pouvoir les poser directement dans le chat. Donc, vous avez un petit onglet sur votre droite avec un chat privé. Donc, vous pouvez poser vos questions là. Ne soyez pas étonnés, vous ne verrez pas les questions des autres. Nous allons toutes les recevoir. Et donc, nous allons les trier entre nous. On va vous en présenter quelques-unes en direct pendant le webinaire et on y répondra directement. Pour les autres, on vous répondra parfois directement par écrit. Et pour celles dont on n'aurait pas le temps de les traiter pendant ce webinaire, vous pourrez retrouver toutes les réponses aux questions prochainement sur notre site internet. Alors, il y a pas mal de matières, donc je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Pour ce faire, je vais laisser la parole à mes deux collègues du service d'études, donc Clarisse Van Tickelen, qui est économiste et coordinatrice de notre service, et Bénédicte Canivet, qui est juriste, et elles vont vous présenter différentes mesures sur les thèmes du salaire et de la flexibilité. Donc, je leur laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, je vais demander à l'équipe de m'afficher les slides qui vont sans doute arriver. Voilà, donc d'abord vous présenter un peu ce que prévoit l'accord de gouvernement Arizona concernant les salaires. Au niveau des salaires, on a pointé trois grosses mesures qui sont prévues aujourd'hui dans l'accord de gouvernement. La première mesure, c'est la question du blocage des salaires. Sans doute, vous en avez déjà entendu parler. Les salaires en Belgique, ils sont quasi bloqués depuis plusieurs années et les augmentations de salaires sont fortement limitées depuis près de 30 ans maintenant à cause de la loi de blocage des salaires. Cette loi donc qui empêche les salaires d'augmenter et vous avez peut-être entendu parler que pour 2025 et 2026, c'est-à-dire les 2 prochaines années, l'augmentation maximale est de 0%, c'est-à-dire un blocage complet des salaires. Donc c'est une mesure sur laquelle on se bat depuis longtemps avec les travailleurs et les travailleuses et en tant que syndicalistes pour modifier cette loi. Mais le gouvernement Arizona prévoit de maintenir cette loi, voire de la renforcer. Je vous en dirai un mot juste après. Alors, une chose sur laquelle on est... une chose sur laquelle on doit aussi pointer notre attention, c'est sur la question de l'indexation. Donc, vous aviez sans doute entendu parler que l'indexation et certaines attaques contre l'indexation des salaires étaient prévues dans les négociations entre les partis de l'Arizona. Mais grâce à la mobilisation et grâce au fait qu'on a été très nombreux et nombreuses, notamment aux rassemblements syndicaux et aux manifs de décembre et de janvier, eh bien, ces attaques sur l'indexation, elles ne se retrouvent pas dans l'accord de gouvernement. Donc, l'indexation est pour l'instant maintenue. Mais cette victoire, elle est que temporaire parce qu'on pourrait revoir des attaques sur l'indexation revenir à partir de 2026 puisque le gouvernement pourrait prévoir d'attaquer ce mécanisme si les interlocuteurs sociaux, c'est-à-dire les patrons et les syndicats, ne se mettent pas d'accord sur une réforme globale de l'indexation des salaires et de la loi de blocage des salaires. Il n'y aura pas d'accord entre patrons et syndicats et donc le gouvernement va reprendre la main sur ce dossier et risque à ce moment-là de prévoir des attaques sur l'indexation des salaires. Donc on doit vraiment rester vigilant par rapport à ça et continuer à maintenir la pression sur ce gouvernement pour ne pas voir notre système d'indexation attaqué. Troisième mesure que prévoit l'Arizona sur les salaires, c'est la question des avantages extralégaux. Donc, les avantages extralégaux, c'est des formes de rémunération qui ne sont pas du salaire brut. C'est par exemple des chèques repas, par exemple des voitures de société, par exemple des pensions complémentaires. C'est quelque chose qu'on critique fortement syndicalement. D'abord parce que ces avantages extralégaux, ils sont très inégalement répartis entre les travailleurs et les travailleuses. C'est souvent les hauts salaires qui ont les plus d'avantages extralégaux. Et donc, c'est uniquement pour ceux qui peuvent
le négocier. Et puis, ces avantages extralégaux, eh bien, ils ne contribuent pas à la même hauteur au financement de la sécurité sociale et des services publics. Et donc, à terme, si on nous rémunère uniquement en avantages extralégaux, eh bien, en fait, on n'aura plus de pension, de soins de santé ou de transport public qui fonctionnent bien. Ici, l'Arizona, ce qu'elle prévoit, c'est de faciliter justement la rémunération en avantages extralégaux et notamment d'essayer de convertir ou de prévoir des possibilités de convertir du salaire brut vers ces avantages extralégaux. Et donc ça nous inquiète aussi fortement. Alors, au niveau des 500 € net, on voulait aussi un peu repasser sur cette question des 500 € net parce que c'était une promesse de campagne qui a été fortement mise en avant par les engagés ou par l'EMR que les travailleurs qui ont un emploi auraient 500 € net en plus à la fin du mois. Alors, désolé, vous allez être déçus parce que nous n'aurons pas 500 € net à la fin du mois. En plus, ce que prévoit aujourd'hui l'accord de gouvernement, c'est une réforme fiscale qui verrait en effet nos salaires nets un peu augmenter, mais seulement à partir de 2029, c'est-à-dire la dernière année de la législature de ce gouvernement. Donc, entre maintenant et 2029, il peut se passer beaucoup de choses et ce n'est pas sûr du coup que cette réforme fiscale aura lieu. Mais cette réforme fiscale, en tout cas dans la manière dont elle est présentée aujourd'hui, elle amènerait 46 € par mois en moyenne en plus par travailleur. Donc 46 €, on est très loin des 500 € net ou des 450 € net promis par les engagés. C'est 46 € par mois, c'est une moyenne, mais la manière dont la réforme est pensée va beaucoup plus avantager les hauts salaires que les bas salaires. Ça veut dire que des hauts salaires auront sans doute plus que 46 € par mois en net, mais des bas salaires n'en verront quasi rien. Donc c'est une possibilité pour 2029, mais par contre, ce qui est très certain, c'est que de l'autre côté, le gouvernement Arizona prévoit de couper dans la sécurité sociale, dans les services publics, et prévoit aussi des hausses d'impôts par d'autres moyens. Et ces coupes, en fait, elles vont peser de manière très forte sur les épaules des travailleurs et des travailleuses. Vous voyez sur le slide qu'on prévoit environ 100 € d'impôts en plus par travailleur et par an au niveau de l'impôt des personnes physiques, que les coupes dans la sécu, dans les pensions, on en parlera tout à l'heure, dans les soins de santé ou dans les indemnités maladie, elles représentent environ 1 200 € par an et par travailleur, et que les coupes dans les services publics, on peut pointer notamment la question de la SNCB, eh bien ça représente 633 € par an et par travailleur. Si vous faites le calcul, eh bien vous voyez bien que ce qu'on recevrait peut-être d'une main, on le perd de l'autre, et qu'en tout, en fait, l'Arizona, elle compte prendre 1 300 € par an par travailleur pour financer un effort budgétaire et pas, enfin on en parlera aussi tout de suite, et pas dans les mains des plus riches ou des patrons. Mais donc ces 500 € net, c'est un mensonge et il faut pouvoir le dire. Personne ne verra 500 € net en plus sur sa fiche de paye à la fin du mois. Voilà, je vais m'arrêter là sur cette question des salaires. Donc, ce que prévoit l'Arizona, c'est bien un blocage complet des augmentations de salaire brut. C'est une menace sur l'indexation et c'est des avantages extralégaux en plus, mais qui ne financent ni la Sécu ni les services publics et donc qui n'est pas ce dont on a besoin. Merci Clarisse, j'espère que tout le monde m'entend aussi. Moi, je vais vous parler de la flexibilité. De manière globale, on peut dire que l'accord du gouvernement répond à la demande des employeurs de flexibiliser le travail et les travailleurs. En ce qui concerne le temps de travail, on peut pointer 4 grandes mesures. La première mesure, c'est la durée de travail minimale par semaine. Actuellement, c'est interdit pour un patron d'engager un travailleur à temps partiel pour moins d'un tiers-temps. Donc, par exemple, dans mon entreprise, si le temps plein est à 38 heures par semaine, mon employeur ne veut pas engager quelqu'un pour moins d'un tiers de 38 heures, c'est-à-dire pour moins de 12h40. La raison d'être de cette règle, c'est de protéger les travailleurs contre les temps partiels trop limités qui ne permettent pas de gagner un salaire suffisant ou contre le risque de devoir travailler chez plein d'employeurs différents pour pouvoir avoir un salaire correct. Eh bien, l'Arizona prévoit tout simplement de supprimer cette règle. Donc, désormais, les patrons pourront embaucher quelqu'un pour seulement quelques heures par mois. Donc, c'est la porte ouverte à ce qu'on appelle les contrats à l'appel, lorsque votre employeur ne vous promet aucune heure contractuelle, mais peut vous appeler quelques minutes à l'avance pour vous donner du travail selon ses besoins.
La deuxième mesure qui flexibilise le temps de travail, c'est la durée de travail moyenne par semaine. Le principe, c'est que la durée de travail hebdomadaire est normalement fixe. Si je suis à 38 heures par semaine, eh ben, je travaille 38 heures chaque semaine. Aujourd'hui, il est déjà possible de prévoir non pas un horaire fixe, mais un horaire moyen à respecter sur une période de référence. Et la période de référence est de maximum un trimestre. Donc, par exemple, je travaille à 20 heures par semaine, mais en moyenne sur un trimestre. Mon employeur peut me faire travailler 25 heures par semaine pendant un mois, et puis 17h30 pendant les 2 mois suivants. Sur le trimestre, j'aurai bien travaillé 20 heures par semaine en moyenne. Si on veut faire varier la durée hebdomadaire sur une période plus longue qu'un trimestre, c'est possible, mais il faut obtenir l'accord des travailleurs ou de leurs représentants parce que ça doit être prévu dans une convention collective de travail, une CCT ou le règlement de travail. Et qu'est-ce que prévoit l'Arizona? Eh bien, il prévoit que la durée de travail hebdomadaire pourra être répartie en moyenne sur une année, pas plus sur un trimestre, mais sur une année, sans qu'il faille passer par cette étape de la CCT ou du règlement de travail. Donc, ça signifie que les patrons vont pouvoir faire varier la durée des semaines de travail comme ils le veulent sur un an. On prend toujours l'exemple d'une vendeuse qui est engagée dans le secteur du commerce où il n'y a pas de temps plein et où les gens sont engagés habituellement à 20 heures par semaine. Eh ben, son patron pourra décider de la faire prester 40 heures pendant les périodes de solde et 0 heure pendant les périodes creuses, sans que la travailleuse n'ait rien à dire sur son horaire. Elle sera obligée de le respecter. Les deux autres mesures sur la flexibilisation du temps de travail, c'est les heures supplémentaires volontaires. En Belgique, normalement, c'est interdit pour un patron de faire prester des heures supplémentaires, sauf dans certains cas exceptionnels. En 2017, la Suédoise a introduit la possibilité de faire prester 100 heures supplémentaires à un travailleur à temps plein, sans autre condition que d'avoir obtenu l'accord écrit du travailleur. Et on sait qu'un accord, c'est très relatif dans une relation de travail dans une relation aussi déséquilibrée que la relation de travail. Ensuite, en 2021, suite au Covid, et en 2023, suite à la crise de l'énergie liée à la guerre en Ukraine, on a décidé d'octroyer un deuxième quota d'heures supplémentaires qu'on a appelé les heures supplémentaires de relance, parce qu'ils étaient bien destinés à faire relancer l'économie. Ce quota, c'était de 120 heures, à nouveau limité au temps plein. Et ces 120 heures ne donnaient pas droit ni à un sursalaire, ni à des retenues, et n'entraînaient pas de retenues pour les impôts ou les cotisations de sécurité sociale. L'Arizona, qu'est-ce qu'elle prévoit? Elle prévoit d'une part d'augmenter le quota d'heures supplémentaires ordinaires classiques 2017 de 100 à 120 heures, de doubler et de pérenniser le quota d'heures supplémentaires de relance qui était censé être temporaire. Et pire, elle prévoit d'ouvrir ces heures supplémentaires volontaires au temps partiel, aux travailleurs à temps partiel qui sont présents dans l'entreprise depuis au moins 3 ans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Il s'agit ni plus ni moins d'allonger le temps de travail à temps plein, parce que 360 heures, c'est 45 jours de travail de 8 heures, c'est énorme, en permettant aux employeurs de faire une économie de 25% sur le salaire versé, puisqu'il n'est pas soumis aux cotisations de sécurité patronale. Et l'ouverture au temps partiel va encore plus empêcher les travailleurs à temps partiel qui le souhaitent d'augmenter leur temps de travail contractuel, puisque s'ils demandent des heures en plus, l'employeur risque de leur proposer des heures supplémentaires volontaires et pas un avenant pour augmenter leur contrat de travail. Dernière mesure de flexibilisation du temps de travail qui est vraiment emblématique, c'est le travail de nuit. Actuellement, le travail de nuit est interdit. Il y a évidemment des exceptions comme dans le secteur des soins de santé. Par ailleurs, le travail de nuit commence à 20 heures. L'Arizona prévoit 2 choses. La première, de supprimer l'interdiction de travailler la nuit, donc de l'autoriser partout et pour tout le monde. Et la deuxième, de faire commencer le travail de nuit à minuit au lieu de 20 heures. Pourtant, toutes les études prouvent que le travail de nuit est mauvais pour la santé. Depuis 2007, déjà, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, classe le travail de nuit comme un cancérigène probable. En plus de ça, là où le travail de nuit existe pour l'instant, les syndicats ont négocié et obtenu des limitations et des sursalaires. Donc, pour les entreprises qui ne sont pas couvertes par ces négociations, ça va complètement saper notre capacité à négocier de tels aménagements et donc il ne va plus y avoir de sursalaire pour le travail de nuit. Ça, c'était pour la flexibilité liée au temps de travail. L'Arizona ne s'arrête pas là parce qu'elle flexibilise le travail en tant que tel aussi. Et pour ça, on a pris 2 sous-statuts qui sont très emblématiques. Donc,
Les sous-statuts, c'est ceux qui n'octroient pas les mêmes droits qu'aux travailleurs classiques et qui permettent aux employeurs d'éluder le paiement des cotisations de sécurité sociale. Le premier sous-statut classique, c'est celui du travail étudiant. On rappelle qu'il était originellement conçu pour permettre aux étudiants de travailler pendant les vacances d'été, donc c'était 20 jours maximum. Ça a été ensuite progressivement augmenté pour être à 470 heures maximum par année. Et après Covid, on avait permis temporairement de remonter les 470 heures, 75 heures à 600 heures, mais c'était une augmentation temporaire. On était redescendu à 475 heures depuis. Et qu'est-ce que prévoit la RESONA? Eh bien, c'est d'augmenter encore ce quota d'heures de 475 heures à 650 heures. Ça représente un tiers-temps d'un temps plein. Par ailleurs, elle prévoit de baisser l'âge minimal pour pouvoir occuper un travailleur étudiant de 16 ans à 15 ans. Il suffit de rappeler que les étudiants jobistes n'ouvrent aucun droit sociaux pour le travail qu'ils effectuent, pour la pension ou le chômage, qu'ils sont exclus de toute une série de droits tels que la formation, le RMMMG ou le salaire garanti s'ils sont engagés pour moins d'un mois, et que l'employeur ne paye que 5,42% de cotisation NSS à la place des 25% pour un travailleur ordinaire, pour se rendre compte à quel point le travail étudiant, c'est un sous-statut qui est dangereux. Et enfin, les flexi-jobs. Les flexi-jobs, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est des jobs complémentaires qui permettent aux travailleurs pensionnés et aux travailleurs engagés au moins à 80% de prendre un travail en plus chez un autre employeur. Et sur la rémunération perçue, le flexi-salaire, il n'y a pas de retenue ni sociale ni fiscale. Donc, c'est du salaire qui est totalement désolidarisé puisqu'il crée des trous dans les caisses de l'État et de la Sécu. Actuellement, les flexi-jobs sont autorisés seulement dans certains secteurs, comme l'ORECA par exemple. L'Arizona prévoit de les autoriser dans tous les secteurs. Par ailleurs, actuellement, les flexi-jobbers ne peuvent gagner que 12 000 euros par an sans être imposés. L'Arizona prévoit de relever ce plafond à 18 000 euros, donc ça fait 1 500 euros par mois qu'il est possible de gagner de manière totalement exonérée d'impôts. Nous, on pense que les travailleurs n'ont pas besoin de petits jobs intermittents ou des petits revenus supplémentaires. Ce qu'ils ont besoin, c'est des emplois de qualité qui sont bien rémunérés, avec des horaires stables, prévisibles et surtout avec une durée limitée dans le temps. Je repasse la parole à Alice. Voilà, merci déjà à toutes les deux pour cette première présentation. Donc, les premières questions arrivent. C'est très chouette de voir votre enthousiasme et vos différentes questions sur le chat. Donc, il y a toute une partie des questions qui concernent les outils. Donc, oui, ce PowerPoint sera disponible très prochainement sur le site Internet. On fait une deuxième session de ce webinaire jeudi et donc le PowerPoint sera disponible par la suite. Il y aura également plein d'outils pour vous, si vous souhaitez aller plus loin dans la réflexion, lire encore beaucoup plus à ce sujet. Donc, voilà, on va y mettre plein d'outils qui pourront vous être utiles. Donc, n'hésitez pas à aller régulièrement sur notre site Internet dans les prochains jours et semaines, puisque ça va pas mal bouger. Alors, dans les questions, j'en ai déjà sélectionné 2 qui nous sont arrivées. Alors, la première est plutôt pour toi, Clarisse. Dans ta présentation, tu as notamment parlé des fameux 46 € qui questionnent pas mal les personnes qui suivent notre webinaire actuellement. Donc, pourquoi est-ce que les hauts salaires auront plus que 46 € comparé aux bas salaires qui auront moins? Et alors, comment est-ce que tu as obtenu cette augmentation de 46 € et comment cela va se traduire sur une fiche de salaire? Voilà une partie des questions qui sont arrivées au sujet de ces 46 €. Oui, donc sur ces 46 €, donc en fait, dans les tableaux budgétaires de l'Arizona, on remarque qu'en 2029, ils ont prévu 4,3 milliards pour la réforme fiscale. Et donc, ces 4,3 milliards, ils seront, l'enveloppe budgétaire, elle va être mise en œuvre par des mesures. Et une des principales mesures que prévoit l'Arizona, c'est d'augmenter la quotité exemptée d'impôts. Qu'est-ce que c'est la quotité exemptée d'impôts? C'est la première partie de vos revenus sur lesquels vous ne payez 0 € d'impôt. C'est la première tranche d'imposition, en fait, qui est à 0%. L'Arizona, elle veut augmenter cette tranche d'imposition à 0%. Et ce mécanisme-là, augmenter la tranche d'imposition à 0%, en fait, il favorise plus les hauts salaires que les bas salaires. Ça veut dire que c'est une réforme qui coûte, en fait, très cher aux finances de l'État et qui, en plus,
tombe plus pour les hauts salaires que les bas salaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quelqu'un qui travaille au salaire minimum ou quelqu'un qui est à temps partiel, il ne paye déjà quasi pas d'impôts. Et donc, lui, par exemple, ce travailleur-là ou cette travailleuse-là, parce que souvent ce sont des travailleuses, eh bien, en fait, elles ne vont pas voir leur salaire net augmenter via cette mesure. Alors, comment les 46 € ont été calculés? C'est simplement qu'on a divisé ce montant total de 4,3 milliards par le nombre de travailleurs en Belgique, divisé par le nombre par 12 mois par an, et on arrive à une moyenne de 46 € par mois et par travailleur. Peut-être dire un petit mot sur la loi de blocage des salaires, parce que je vois qu'il y a différentes questions là-dessus. Donc, cette loi de blocage des salaires, c'est quoi? En tant que travailleur, notre salaire, notre salaire sur notre fiche de paie, il augmente de différentes manières. Il augmente via l'indexation des salaires, mais vous savez sûrement que l'indexation des salaires n'augmente pas notre pouvoir d'achat. Elle permet juste de ne pas s'appauvrir quand il y a des hausses des prix. Il augmente via les barèmes à l'ancienneté ou quand on change de fonction. Mais la meilleure manière d'augmenter collectivement les salaires bruts des travailleurs et des travailleuses, c'est via l'accord interprofessionnel et les négociations qui ont lieu dans les secteurs, qui ont lieu tous les 2 ans entre patrons et syndicats. Et cette loi de blocage des salaires, elle limite ces négociations d'augmentation de salaire qui ont lieu dans les secteurs après l'AIP tous les 2 ans, en disant, en fait, vous ne pouvez même pas discuter d'augmentation de salaire puisque le chiffre d'augmentation, c'est 0%. Donc, c'est un blocage complet des salaires. Et donc, ça nous empêche de pouvoir obtenir des augmentations de salaire alors même que la richesse qu'on crée chaque année en Belgique continue d'augmenter et que les dividendes versés aux actionnaires, eux, ne sont évidemment pas bloqués. Super, merci pour ces premières réponses. Alors, Bénédicte, par rapport au FlexiJob, on a différentes questions, notamment des gens qui demandent en fait qu'est-ce que c'est, est-ce que ça participe à la Sécu ou pas, quelles sont les conditions. Enfin voilà, il y a plusieurs questions sur les FlexiJobs. Est-ce que tu peux nous éclairer? Oui, donc les FlexiJobs, c'est quelque chose qui a été instauré dans la législation en 2015 sous le gouvernement Michel, la suédoise. Et ça, c'est quelque chose qui est pour l'instant réservé aux travailleurs qui sont pensionnés, aux travailleurs qui travaillent déjà à 80% pour un autre employeur. L'idée, c'est de permettre aux gens en fait, d'avoir un autre travail à côté de leur travail principal, en tout cas pour les travailleurs qui sont encore occupés sous un contrat de travail, pour avoir un revenu d'appoint. Et donc, c'est pour ça que c'est limité aux travailleurs qui travaillent à 80% et que ce revenu d'appoint, ce revenu supplémentaire, pour le rendre attractif, il a été prévu de le désolidariser et donc ça ne fait pas l'objet ni d'impôts ni de retenue de la sécurité sociale. Est-ce que ça participe à la sécurité sociale? Eh bien, oui, enfin, moins qu'un travail ordinaire puisque du côté personnel, donc du côté du travailleur, il n'y a pas de cotisation personnelle. Du côté de l'employeur, il n'y a pas de cotisation ordinaire, il y a une petite cotisation quand même. Et donc, évidemment, ce sont des statuts qui définancent grandement la sécurité sociale et surtout pour les flexijobbers, l'impôt, les caisses de l'État, parce qu'il n'y a aucun précompte professionnel qui est prélevé sur le salaire qui est perçu par les flexijobistes. Super, merci pour ces informations supplémentaires. Je vois que les questions continuent à arriver, donc n'hésitez pas, on y répond notamment par écrit et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sera aussi disponible sur le site internet. Donc je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de cette présentation. On va notamment parler maladie et pension et du coup c'est à nouveau Bénédicte et Clarisse qui vont reprendre la parole et donc voilà, je laisse à Bénédicte pour commencer. L'accord de gouvernement parle souvent de s'attaquer au problème des maladies de longue durée et c'est sous ce prétexte qu'il modifie 2 règles qui n'ont pourtant a priori rien à voir avec les maladies de longue durée, qui sont la première, la dispense de certificat médical. Donc depuis 2022, vous savez sans doute que les travailleurs ne sont plus tenus de remettre un certificat médical pour le premier jour d'incapacité de travail, et ce, au maximum 3 fois par an. Alors, il y a des exceptions pour les PME, mais la règle, c'est celle-là. L'Arizona prévoit de réduire ce droit à 2 fois par an, et la note du gouvernement n'explique absolument pas les raisons de ce choix. La deuxième mesure qui donc a trait aux malades, c'est le salaire garanti en cas de rechute.
Vous savez sans doute que lorsqu'un travailleur retourne travailler après avoir été en certificat médical et qu'il retombe en incapacité de travail dans les 14 premiers jours qui suivent son retour au travail, il n'a en principe pas droit à un nouveau salaire garanti. L'Arizona prévoit d'étendre cette période sans salaire garanti de 2 semaines, 14 jours, à 8 semaines, et donc de multiplier par 4 le délai sans salaire garanti. Ça, c'est pour ce qui a les maladies en général. Ensuite, l'Arizona s'attaque ou bien compte adresser le problème des malades de longue durée. Alors, on sait que c'est un problème parce qu'en Belgique, on compte malheureusement plus de 500 000 personnes qui sont malades de longue durée. On parle d'une personne qui est malade de longue durée lorsqu'elle est malade depuis au moins 1 an. L'Arizona prévoit de remettre coûte que coûte ces malades au travail. Et pour ça, elle s'attaque aux 4 acteurs qui jouent un rôle en cas de maladie. Les premiers, ce sont les malades eux-mêmes, c'est-à-dire les travailleurs. À leur égard, l'Arizona prend 5 mesures. La première mesure, c'est un parcours de réintégration obligatoire lorsqu'une analyse révèle un potentiel d'emploi. Actuellement, c'est absolument pas obligatoire, c'est pas obligatoire pour un malade d'initier un trajet de réintégration parce que toutes les études prouvent que les seuls processus de réintégration qui mènent à une réintégration durable sur le marché de l'emploi, c'est ceux qui sont volontairement initiés par les travailleurs, mais donc l'Arizona prévoit de le rendre obligatoire. Deuxièmement, l'Arizona prévoit une suspension du droit aux indemnités de la mutuelle lorsque le travailleur est absent sans justification à une convocation du médecin du travail ou du médecin de la mutuelle dans le cadre de sa réintégration. Actuellement, les malades risquent seulement une suspension de leur indemnité lorsqu'ils s'absentent à une convocation pour évaluer leur incapacité, mais pas en cas de réintégration. Donc, on rajoute une possibilité de suspension et une épée de Damoclès au-dessus de la tête des travailleurs, des malades. Troisièmement, l'Arizona prévoit une réduction de l'indemnité de 10% pour les personnes qui ne collaborent pas assez à leur réintégration. On ne sait pas exactement ce qu'on entend par ne pas collaborer suffisamment à sa réintégration. Il y avait déjà des sanctions qui étaient prévues dans certains cas par la Vivaldi, mais cette sanction était plus faible puisque c'était une retenue de 2,5% sur l'indemnité de maladie, alors qu'ici, on fait x4 puisqu'on prévoit carrément une retenue de 10%. Quatrième mesure, il s'agit de raccourcir le délai d'attente pour pouvoir entamer une procédure de rupture du contrat de travail pour force majeure médicale. Alors, pour rappel, une rupture du contrat de travail pour force majeure médicale, c'est le fait de demander à un médecin de signifier que je suis définitivement inapte pour effectuer le travail convenu et s'il le fait, l'employeur ou le travailleur peut rompre le contrat de travail et cette rupture de contrat de travail se fait sans préavis ni indemnité. Donc, c'est forcément une procédure attrayante pour les employeurs parce que c'est une manière de se débarrasser gratuitement des travailleurs malades, surtout ceux qui ont une ancienneté élevée parce qu'ils coûteraient cher à licencier avec préavis ou indemnité. Actuellement, avant de pouvoir lancer la procédure de résiliation du contrat de travail pour force majeure médicale, qu'on appelle aussi le C4, force majeure médicale, il faut attendre que le travailleur ait été en incapacité de travail depuis au moins 9 mois ininterrompus. L'Arizona prévoit de réduire ce délai, donc de 9 mois à 6 mois. Donc, ça va permettre aux employeurs de se débarrasser plus vite de leurs travailleurs malades. Il faut savoir que 70% des lancements de la procédure de C4 force majeure médicale émanent des employeurs. Enfin, l'Arizona prévoit de supprimer une mesure qui avait été adoptée par la Vivaldi. Avant la Vivaldi, une personne qui reprenait le travail après avoir été en incapacité de travail dans le cadre de ce qu'on appelle un mi-temps médical, donc une reprise à temps partiel médical, et puis qui retombait malade pendant son temps partiel médical, n'avait droit à aucun salaire garanti. La Vivaldi avait décidé de réparer cette injustice et de rendre le droit au salaire garanti pour les personnes qui avaient repris un travail à temps partiel médical, pour autant qu'ils aient été au moins 20 semaines en temps partiel médical avant la nouvelle incapacité de travail. L'Arizona prévoit de revenir sur cette règle et de supprimer purement et simplement ce droit au salaire garanti pour les personnes qui sont en temps partiel médical. À nouveau, il ne s'explique pas des raisons pour lesquelles il va supprimer cette règle. La deuxième catégorie de personnes qui sont visées par les mesures Arizona, ce sont les médecins traitants. Alors, les médecins traitants
Désormais, lorsqu'ils rédigeront d'un certificat médical d'incapacité de travail, ils seront invités à examiner la capacité de la personne malade à effectuer un travail adapté. En outre, et de manière plus grave, les médecins qui prescrivent des périodes d'incapacité plus longues ou plus nombreuses que la moyenne seront sanctionnés financièrement. Évidemment, cette mesure va sanctionner les médecins qui ont une patientèle dans des quartiers plus précaires, parce que c'est là où les conditions de vie et de travail sont les plus difficiles et où les gens sont le plus à risque de tomber malades longtemps et souvent. Avant-dernière catégorie d'acteurs qui sont visés, c'est les mutuelles. Les mutuelles, elles verront leur financement conditionné à la mesure dans laquelle elles parviennent à réintégrer les malades de longue durée sur le marché de l'emploi. Évidemment, cette mesure est dangereuse parce que ça va inciter les mutuelles à pousser les gens vers le retour à l'emploi, alors même qu'ils ne sont pas prêts encore à retourner à l'emploi. Et même, ça pourrait éventuellement les inciter à vouloir réduire le nombre de personnes malades à qui elles versent des indemnités et donc à déclarer que des personnes sont guéries alors qu'elles ne le sont pas encore spécialement. Enfin, les employeurs sont aussi visés par les mesures Arizona. Qu'est-ce que l'Arizona prévoit? Eh bien, c'est que les employeurs devront contribuer à hauteur de 30% de l'indemnité de maladie pour les 2 premiers mois d'incapacité de travail qui suivent le salaire garanti. Pour l'instant, les employeurs, après le salaire garanti, ils n'ont plus aucune obligation. Eh bien, maintenant, ils devront mettre la main au portefeuille. Cette mesure ne s'appliquera pas aux PME, mais l'accord du gouvernement ne définit pas ce qu'on entend par PME. La mesure paraît louable comme ça au premier abord, mais on peut craindre un effet retour de bâton, puisque certains employeurs pourraient avoir l'idée ou l'envie d'éviter cette sanction en licenciant les travailleurs qui tombent malades, surtout les travailleurs qui ont une ancienneté peu élevée, parce que c'est eux qui coûtent le moins cher à licencier. Enfin, ils devront obligatoirement entamer un processus de réintégration pour chacun des malades, chacun de leurs travailleurs qui est malade depuis au moins 6 mois. S'ils ne le font pas, ils seront sanctionnés. Évidemment, on doute sérieusement qu'aucune de ces mesures n'ait la moindre chance d'améliorer la santé des malades en Belgique. Nous, on pense que ça ne sert à rien de sanctionner les malades, ça ne va pas améliorer leur état de santé. Il faut plutôt faire de la prévention, voir pourquoi ces gens sont malades. Et les chiffres démontrent que plus de la moitié des malades de plus d'1 an sont malades en partie à cause du travail, soit parce qu'il y a des mauvaises conditions de travail, soit parce que la carrière s'allonge, parce qu'on peut plus difficilement... je ne sais pas pourquoi ça bouge. Parce qu'on peut plus difficilement prendre une fin de carrière. Dont on parlera tout de suite. Donc, on pense qu'il faut s'attaquer au travail qui rend malade et pas aux malades eux-mêmes, parce qu'en fait, ça ne va pas améliorer leur santé. Voilà pour ce qui étaient les mesures qui touchent à la maladie. Je vais laisser la parole à Clarisse pour les fins de carrière et les pensions. Merci, Bénédicte. C'est moi qui chipotais au PowerPoint un peu trop tôt. Voilà, donc on aborde le dernier chapitre de cette analyse de l'accord de gouvernement qu'on vous proposait ce midi et la question des fins de carrière et des pensions. Ici, le gouvernement Arizona prévoit vraiment d'attaquer massivement le système des pensions et des fins de carrière par 2 moyens, hein, en essayant de faire travailler les gens plus longtemps et donc en diminuant les possibilités de départ à la pension anticipée ou de diminuer son temps de travail en fin de carrière, et puis aussi en attaquant le montant des pensions. Et ce montant des pensions, il va surtout fortement diminuer pour les travailleuses ou en tout cas pour les personnes qui ont beaucoup de périodes non travaillées pendant leur carrière, ce qu'on appelle en pension les périodes assimilées, c'est-à-dire des périodes où on n'a pas travaillé parce qu'on était au chômage, parce qu'on était malade, parce qu'on s'est occupé de ses enfants, mais qui comptent quand même dans le calcul de la pension. C'est ça que le gouvernement Arizona prévoit vraiment d'attaquer de manière très frontale. Alors, il y a beaucoup de mesures dans les pensions, donc on ne va pas pouvoir passer en revue toutes les mesures, mais en tout cas une série maintenant. Sur la question des crédits en fin de carrière, donc un crédit en fin de carrière, ça vous permet de diminuer votre temps de travail en fin de carrière. Aujourd'hui, vous pouvez partir en crédit en fin de carrière à partir de 60 ans avec 25 ans de carrière. L'Arizona prévoit de diminuer l'âge du crédit en fin de carrière, ce qui est plutôt positif, hein, donc de permettre aux travailleurs de partir dès 55 ans. Mais par contre,
contre, l'accord de gouvernement prévoit d'augmenter très fortement la condition de carrière à 35 ans en 2030. Ça veut dire que quelqu'un qui a déjà 35 ans de carrière à 55 ans, eh bien, c'est quelqu'un qui a commencé à travailler à 20 ans. On sait que énormément de travailleurs n'ont pas 35 ans de carrière à 55 ans et donc ne pourront pas partir à ce moment-là. Enfin, ne pourront pas diminuer leur temps de travail plutôt. Une attaque aussi envers les crédits en fin de carrière, c'est la question de la manière dont ils sont justement assimilés pour le montant de la pension. Aujourd'hui, avec l'Arizona, en tout cas, ce qu'elle voudrait faire, c'est que si vous partez en crédit en fin de carrière, vous verrez immédiatement votre montant de pension diminuer. Donc, cela aura d'office un impact négatif sur le montant de votre pension. Alors, autre chose qui permettait de partir plus tôt, c'est la question des RCC ou des anciennes prépensions. Eh bien, ici, c'est très simple. On prévoit la suppression du système de RCC et de prépension et on prévoit aussi d'activer des personnes qui sont déjà en RCC. Ça veut dire d'obliger les personnes en RCC à chercher un emploi. Enfin, sur la question de la pension anticipée, alors aujourd'hui, vous avez une série de critères d'âge et de conditions de carrière qui vous permettent de partir à la pension anticipée. L'Arizona prévoit 2 mesures supplémentaires. Première chose, c'est qu'elle prévoit un mécanisme supplémentaire de départ à la pension anticipée à 60 ans, mais alors il faut avoir eu 42 ans de carrière. Et dans ces 42 ans de carrière, il faut avoir chaque année travaillé au moins 234 jours. 234 jours, c'est l'équivalent de 2 tiers temps. Et donc 234 jours travaillés. Donc si vous êtes à 2 tiers temps et que vous avez 1 jour de congé maladie sur votre année, eh bien cette année ne compte pas dans votre carrière. Donc ça va être très compliqué pour les personnes d'atteindre ces conditions pour pouvoir partir à la pension anticipée. L'autre chose que prévoit l'accord de gouvernement, c'est aussi de rendre plus sévères les conditions de carrière pour partir à la pension anticipée. Au lieu de devoir travailler, de pouvoir justifier de 104 jours, soit travailler, soit assimiler par année de carrière, on monte ce montant à 156 jours. On va vous montrer directement l'impact avec un exemple concret. Une autre attaque de l'Arizona sur la pension anticipée, ça concerne le montant de la pension. Ici, l'Arizona veut sanctionner toute personne qui part avant l'âge légal de la pension en pension anticipée en diminuant son montant de 2% par année d'anticipation. Donc, si vous partez à 66 ans, eh bien, vous allez avoir 2% en moins sur le montant de votre pension. À 65 ans, 4%, etc., etc. Alors, on va prendre un exemple concret pour illustrer tout ça. Ici, vous avez l'exemple d'une travailleuse, Marie, qui est aide familiale. Elle a commencé à travailler à 18 ans. Elle a travaillé toute sa vie 2 jours semaine, donc ça veut dire 125 jours de travail effectif par an. Son dernier salaire, donc son salaire quand elle part à la pension, est de 1 679 € par mois. Aujourd'hui, normalement, Marie, elle a droit de partir à la pension anticipée à 61 ans parce qu'elle a déjà 43 ans de carrière à 61 ans. Avec l'Arizona, eh bien, elle n'aura plus droit de partir à la pension anticipée parce qu'elle n'a pas assez de jours de travail effectifs par an pour pouvoir partir à la pension anticipée et donc elle va devoir bosser jusqu'à 67 ans. Voilà, c'est ce genre d'impact que vont avoir les mesures de l'Arizona sur la pension anticipée. C'est en fait obliger les gens à travailler plus longtemps. Alors, l'Arizona prévoit aussi, je vous le disais tout à l'heure, de diminuer le montant de la pension pour les personnes qui n'ont pas assez de jours de travail effectifs durant leur carrière. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, l'accord de gouvernement, il prévoit de diminuer la manière dont on va prendre en compte les périodes non travaillées sur le montant de sa pension. Et je vais vous montrer directement un exemple qui permet d'illustrer ça très facilement. Nous avons de nouveau notre travailleuse Maria qui est aide familiale. Ici, elle a commencé à bosser à 28 ans après son divorce. Elle a travaillé pendant 39 ans, donc elle va travailler en fait jusqu'à 67 ans. Et pendant ces 39 ans, eh bien, elle a eu différentes périodes. Elle a eu des périodes de travail à temps plein pendant 10 ans. Elle a eu des périodes de travail à mi-temps pendant 10 ans. Elle a été 5 ans au chômage. Pendant 2 ans, elle s'est occupée de ses enfants avec un crédit temps pour enfants. Et en fin de carrière, ces 12 dernières années de carrière, elle a pris un crédit temps fin de carrière pour diminuer son temps de travail. Au moment de partir à la pension, elle gagne 2 100 € par mois.
Aujourd'hui, Maria, elle partirait à 67 ans à la pension et son montant de la pension serait de 1 391 € par mois. Avec l'Arizona, si on applique les mesures qui sont prévues dans l'accord de gouvernement, elle partirait toujours à 67 ans, mais par contre, elle n'aurait une pension plus que de 1 172 € par mois. Donc, elle perd en fait 218 € par mois parce qu'une série de périodes où elle n'a pas travaillé sont moins bien assimilées dans le calcul du montant de sa pension. Voilà pour le montant de la pension. Alors, sans commentaire, je vais quand même vous expliquer que l'Arizona prévoit aussi de diminuer le montant de la pension en supprimant le taux ménage et en supprimant la pension de survie et la pension du conjoint divorcé. Donc ça, c'est toutes des mesures qui vont diminuer le montant de la pension pour une série de personnes et principalement pour des travailleuses, de nouveau, sur la pension de survie et la pension du conjoint divorcé. Et d'une autre manière, par contre, l'Arizona veut encourager les gens à travailler plus après l'âge légal de départ à la pension et d'augmenter du coup le montant de la pension pour ceux qui continuent à bosser après l'âge légal. Alors, dernière chose sur les pensions, c'est la question de l'accès à la pension minimum. Donc, la pension minimum en Belgique, il faut pouvoir aujourd'hui avoir 30 ans de carrière minimum pour pouvoir avoir accès à cette pension minimum. Et dans ces 30 ans de carrière, il faut, depuis le dernier gouvernement Vivaldi, il faut prouver 3120 jours de travail effectif. Ça représente en fait 10 ans de travail à temps plein sur les 30 ans de carrière. Déjà, cette introduction du nombre de jours de travail effectif avait pénalisé fortement une série de travailleurs et travailleuses pour l'accès à la pension minimum, mais l'Arizona veut aller un pas plus loin en disant que c'est pas seulement 30 ans de carrière qu'il faut, mais c'est 30 ans de travail effectif qu'il faut pouvoir prouver pour pouvoir avoir accès à la pension minimum. Et de nouveau, un exemple concret là-dessus, nous avons toujours notre travailleuse aide familiale qui s'appelle cette fois-ci Mariette. Elle a commencé à bosser à 23 ans avec des pauses pour s'occuper de ses enfants. Elle a 30 ans de carrière. Dans ces 30 ans de carrière, elle a bossé 15 ans à mi-temps, mais chaque fois, elle a été une semaine par an où elle était en maladie. Elle a travaillé 10 ans à temps plein, elle a été 5 ans au chômage et son salaire, quand elle part à la pension, est de 2100 €. Elle va partir à 67 ans. Avec l'Arizona, son âge de départ à la pension ne change pas. Mais par contre, aujourd'hui, Mariette a droit à la pension minimum et elle aurait du coup une pension de 1 206 € par mois. Demain, avec l'Arizona, elle n'aurait plus droit à la pension minimum parce qu'elle ne peut pas prouver 30 ans de travail effectif dans ses 30 ans de carrière. Et donc, sa pension est de 984 € par mois. Donc, en fait, Mariette, elle perd 222 € par mois de pension à cause de l'Arizona. Voilà, donc ça, c'était des exemples aussi concrets et illustrés pour vous montrer l'impact des mesures prévues par l'accord de gouvernement sur nos pensions. Alors, les questions continuent à affluer et donc on vous répond au maximum dans le chat et je vais savoir en prendre à mon avis une seule maintenant avec vous. Il y a également eu plusieurs fois la question concernant l'enregistrement. Sachez qu'il sera disponible, donc nous sommes en train d'enregistrer et vous pourrez revoir cette présentation dans les prochains jours via un lien qui vous sera envoyé par mail. Donc, n'hésitez pas à pouvoir la regarder une deuxième fois. Alors, concernant les questions, on en a eu énormément sur les pensions, sur les départs à la retraite anticipée. Du coup, Clarisse, je vais te rappeler pour te demander notamment par rapport aux jours assimilés de maladie, est-ce qu'il va y avoir une différence entre ceux qui sont sous contrat de travail et ceux qui sont sans contrat de travail? Et qu'en est-il notamment du congé de maternité? Mais alors là, je vais faire appel à ma collègue Bénédicte qui connaît cette matière au moins autant que moi pour cette question-là. Je ne sais pas si Ben, tu as vu la question ou pas. Je n'ai pas vu la question. Maintenant, si j'ai bien compris, il est question de savoir ce que vont advenir les périodes de congés en tout genre pour l'assimilation à la pension. Exactement. Alors, congés parentaux, congés repos maternité, enfin voilà. C'est compliqué parce que donc, dans le régime actuel, tous les congés liés aux soins de l'enfant, que ce soit maternité, naissance, congé pour s'occuper, congé parental, crédit temps, etc., sont assimilés et donc très peu d'impact, tant pour l'âge de la pension, si on veut partir en pension anticipée, que pour le montant de la pension. L'Arizona prévoit de jouer sur ces périodes assimilées
et donc de créer plein de nouvelles conditions. Par exemple, pour la pension anticipée à 60 ans, les périodes de crédit, il n'y aura aucune période assimilée. Et donc, si on a pris un congé de maternité, un congé pour s'occuper de son enfant, on ne pourra pas partir à 60 ans avec 42 années de carrière parce qu'il faut 234 jours effectifs de travail pour chaque année. Par contre, pour les autres règles, le montant de la pension et les autres possibilités de partir à la pension anticipée, a priori, il faudra évidemment vérifier ça une fois qu'on aura les textes définitifs, a priori, il n'y aura pas d'impact pour ce qui est congé de maternité et congé lié à la parentalité, en fait. Super, merci pour ces détails. Mais du coup, il est déjà temps de conclure ce webinaire. Donc, pour cela, je vais appeler notre secrétaire général, Felipe Van Kelsbeek, à la parole, qui va notamment vous parler des prochaines mobilisations, puisque vu le nombre de commentaires et de questions que nous avons reçus dans le chat, nous voyons que vous aussi, vous êtes plus qu'interpellés et choqués de tout ce qui va se mettre en place. Et donc, il va être temps de se mobiliser sur la question. Donc voilà, je laisse la parole à Felipe. Merci Alice, et merci à tous ceux qui ont préparé ce séminaire. Donc pour moi, je ne vais pas être très long. On a un discours du gouvernement Arizona qui tient en quelques mots, c'est dire on n'a pas le choix, c'est la catastrophe économique, l'Europe nous oblige, il faut couper dans les budgets. Et en plus, en faisant tout ça, on va, sauver la Sécu, si on doit les croire, c'est eux nos sauveurs, et deux, on va récompenser les gens qui travaillent. Donc, je voudrais quand même, avec tout ce qui a été dit par mes collègues depuis une heure, résumer un peu ça. Est-ce que la situation est catastrophique? Bon, on a dépassé l'année passée un seuil, un cap, qui est qu'en Belgique, on a dépassé 50 000 euros de richesse produite par personne et par an. Et quand je dis par personne, c'est depuis les nourrissons jusqu'aux vieillards. Regardez votre famille. Dites-vous que si vous êtes 3, 4, 5 dans votre famille, je ne sais pas, fois 50 000 euros, c'est la richesse produite par votre famille. Je ne dis pas qu'elle doit aller dans votre famille toute seule. Il faut évidemment financer la sécu, les services publics, tout ça, dans un pays extrêmement riche. Et plus riche, même en francs constants, qu'il y a 30 ans. Beaucoup plus riche. Est-ce que vous vivez beaucoup mieux, vous, vos familles, vos voisins, qu'il y a 30 ans? On est un pays extrêmement riche qui va distribuer des dividendes aux actionnaires pour 6 milliards d'euros cette année-ci, c'est-à-dire nettement plus que l'année passée. Et donc, en tout cas, le premier point, quand on dit situation catastrophique, ben, on n'est pas au Soudan, on n'est pas à Gaza, on est dans un pays extraordinairement riche et dans lequel les gens les plus riches continuent à s'enrichir de plus en plus vite. Donc, première chose, ne nous laissons pas intimider par l'idée que, en fait, c'est la famine, c'est la disette, il n'y a pas d'argent. C'est pas vrai, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Deux, l'Europe nous oblige. Alors, comme dans tout bon mensonge, il y a un petit morceau de vérité. L'Europe oblige les États à réduire leur déficit budgétaire. Je ne vais pas rentrer ici en discussion de savoir si c'est une bonne idée ou pas. Globalement, c'est une idée qui est en partie mauvaise. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le gouvernement Arizona va faire en matière d'austérité beaucoup plus que ce qui est exigé par l'Europe. Si je peux faire une comparaison, je veux bien que le kiné me fasse mal s'il doit me soigner et que c'est bon pour mon bras, que ça me fait un peu mal. Si maintenant il me fait beaucoup plus mal que ce qui est nécessaire, je pose la question de dire est-ce que c'est pour mon bien ou bien c'est du sadisme? Dans le cas du gouvernement Arizona, on a un gouvernement qui prétend obéir à l'Europe, mais qui fait plus que ce que fait l'Europe. Par ailleurs, l'Europe dit qu'il faut réduire les déficits, mais elle ne dit pas de quelle manière il faut les réduire. On pourrait réduire les déficits en enlevant certains cadeaux fiscaux aux ultra-riches, de manière à faire rentrer de l'argent dans la caisse de l'État, ou en laissant les salaires augmenter, parce que quand les salaires augmentent, les travailleurs payent plus d'impôts, payent des cotisations sociales, et donc c'est bon pour les finances publiques. Ici, le gouvernement fait l'inverse. Le gouvernement bloque les salaires, il développe des emplois sur lesquels il n'y a pas de cotisation, et il augmente les cadeaux fiscaux aux ultra-riches. Il les augmente encore. Ce qui fait que les coupes, la manière de redresser, de diminuer le déficit budgétaire, va se faire essentiellement, quasiment 90%, par des coupes dans les budgets, et la toute grande partie, c'est des coupes dans la Sécu et les services publics, c'est-à-dire dans une partie de notre revenu. Hein, la Sécu, c'est pas pour les autres. Tout le monde est parfois malade, beaucoup de gens ont des enfants ou des parents qui sont pensionnés, etc. Tout le monde vit de la Sécu. Quand on coupe dans la Sécu, on coupe dans nos revenus. Quand on coupe dans les services publics, moins de crèches, moins de trains, moins d'écoles, moins de travaux publics, on coupe dans ce qui fait notre qualité de vie et nos revenus. Éventuellement, on renvoie le travail des services publics vers le travail gratuit des femmes dans les familles. Donc, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas d'obligation de l'Union européenne,
Est-ce que tout ça va sauver la Sécu, comme ils le disent? On a l'expérience de la Grèce il y a 10 ans. Le même genre de recette austéritaire a été utilisé. Ce qu'on a vu, c'est une explosion de la pauvreté, une explosion de la mortalité infantile, des suicides, des maladies professionnelles graves, etc. Parce qu'en fait, l'austérité, elle coûte extrêmement cher. C'est un des grands mensonges que les ultra-riches ont réussi à faire passer dans notre société, c'est de dire que quand on dépense moins dans ce qui fait la qualité de vie des gens, on va s'enrichir. Et en fait, toutes les expériences montrent que l'austérité, elle produit un appauvrissement important. Alors, est-ce que ce sont des imbéciles, les ministres de l'Arizona, le MR, la NVA et les autres? Certainement pas. Ils savent aussi bien que moi, peut-être même un petit peu mieux, que quand on fait de l'austérité, on détruit l'économie. Mais ils pensent que c'est intéressant pour les très grandes entreprises, pas pour le menuisier du coin, hein, pas pour le plombier, pas pour le petit magasin, mais pour les très grandes entreprises, le fait de faire effondrer ce modèle économique et ce modèle de prospérité plus ou moins partagé, ça va en fait réduire à très peu la capacité des travailleurs organisés de se défendre. Et donc, l'austérité, c'est pas du tout un plan pour sauver l'avenir, nos enfants, nos petits-enfants ou quoi. C'est un plan pour ravager notre capacité à nous défendre collectivement. Je vais le prendre par un autre sens. Si réellement Deleuve, Boucher et les engagés et les autres avaient une préoccupation de se dire mon Dieu, en 2050, en 2080, comment vont vivre nos enfants, nos petits-enfants? La première chose, me semble-t-il, qu'ils feraient, ce serait d'investir massivement dans la défense collective dont nous avons besoin contre la catastrophe écologique en cours. Par exemple, de dire on a besoin d'isoler massivement tous les bâtiments, on a besoin de multiplier les transports en commun, y compris des rames gratuits, on a besoin de modifier les chaînes de production pour qu'on puisse consommer des choses qui polluent moins et qui dépensent moins d'énergie inutile, etc., etc. Ils font tout le contraire. Si vous vous souvenez des inondations de 2021, des inondations en Espagne cette année-ci, des méga feux de forêt en Californie ces derniers mois, cette catastrophe écologique, ça ne me fait pas plaisir de le dire, mais elle est en train d'arriver. Ce dont nous avons besoin, c'est d'investir beaucoup d'argent maintenant, parce que tout le monde sait, tous les experts nous disent, chaque euro qu'on n'investit pas dans la défense contre cette catastrophe, on le payera 10 fois dans quelques années. Quelqu'un disait, je peux gagner 10 euros en ne changeant pas les piles de mes détecteurs d'incendie. Après, quand ma maison est brûlée, les 10 euros que j'ai gagnés, ils seront perdus un certain nombre de fois. On est dans ce mécanisme-là, ici, de destruction d'emplois, de destruction d'un système de sécurité sociale et d'abandon de la bataille pour ralentir la catastrophe et nous y adapter, vu que le climat il est déjà en train de changer, la biodiversité, elle est déjà en train de s'effondrer. Et donc, on a un gouvernement qui a réussi quelque chose de magnifique, c'est de s'attaquer de différentes manières à peu près tous les groupes de la population, mais chaque fois en faisant croire aux autres qu'on s'attaque seulement aux uns. Et donc, on pourra très bien avoir des travailleuses, femmes, qui vont dire « Ah oui, mais bon, si c'est contre les migrants, moi je ne suis pas migrante, ça va. Ou si c'est contre les malades de longue durée, moi je ne suis pas malade, donc ça va. » On pourra avoir des malades qui se disent « Mais moi, je ne suis pas sans papier. » Ou bien « Je n'ai pas eu des congés de maternité dans ma vie, donc je ne serai pas pénalisé. » Et donc, le message de ce gouvernement, c'est chaque fois de dire oui, mais bon, vous travaillez, et donc le chômeur, il profite. Vous travaillez, les malades, c'est sans doute des tricheurs, bien sûr, etc., etc. Ce qu'on doit maintenant faire, c'est de se dire que, quelles que soient les divergences d'opinion, d'appréciation qu'on peut avoir sur 1000 sujets, si on n'arrive pas à réunir dans une lutte qui doit être déterminée, qui doit être longue, toutes les personnes qui ont intérêt à ce qu'on défende des mécanismes collectifs. Augmentation collective des salaires, réduction collective du temps de travail, soit dans la semaine, soit à la fin de carrière, organisation collective de la défense contre la catastrophe écologique. Si on n'arrive pas à défendre ça, alors on va se retrouver une société de plus en plus violente, de plus en plus pauvre, et dans laquelle les gens qui aujourd'hui détiennent un pouvoir gigantesque, parce qu'ils possèdent les entreprises, l'argent, les investissements, les crédits, etc., vont augmenter indéfiniment leur pouvoir. Pour ce faire,
Nous vous invitons d'abord à vous informer, ce que vous avez fait pendant 1 heure grâce à mes collègues, et je les remercie et je vous remercie. Nous vous invitons à réfléchir. Je vais prendre juste un exemple qui a été évoqué, mais sur lequel je voudrais insister. C'est quand on dit 500 € de plus pour ceux qui travaillent, ça fait plaisir à tout le monde, enfin tous ceux qui ont la chance d'avoir un emploi. Si vous avez écouté, si vous lisez correctement, vous voyez que 500 €, c'est pas 500 € par mois, c'est même pas 500 € par an, c'est pas en 2025, pas en 26, pas en 27, pas en 28, et que si on regarde tout ce qu'on va nous retirer, vous avez vu au fur et à mesure des exposés, en fait, ça va pas être 500 € en plus, ça va être des milliers d'euros en moins. Donc, il faut s'informer. Il faut aussi, autour de soi, avoir le courage de parler, de réfléchir ensemble. Notre seule arme de défense contre la propagande massive de ce gouvernement, qui à chaque groupe dit « oui, mais on va attaquer les migrants, on va attaquer les malades, on va attaquer les femmes », c'est de discuter ensemble et d'agir ensemble. 2 rendez-vous. Je ne sais pas s'il y a des diapositives pour montrer ça. 2 rendez-vous sont tout prochains. Le 8 mars, c'est un samedi cette année-ci. Le 8 mars, ce n'est pas la journée de la femme, c'est la journée mondiale de lutte pour les droits des femmes. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Le 8 mars, partout en Wallonie et à Bruxelles, on organise des rassemblements, des actions pour, rappeler que l'essentiel de la santé des gens, j'ai oublié de signaler ce point-là, c'est un gouvernement qui va couper presque 1 milliard d'euros dans les soins de santé. L'essentiel de la santé des femmes, de la santé de la population, il est porté par les femmes de notre société, et les femmes sont aussi victimes, plus que les autres, plus que les hommes, des dangers liés à travers le travail ou l'environnement sur leur santé. Ça, c'est un aspect du 8 mars. L'autre aspect du 8 mars que nous voulons mettre en avant, c'est de dire ce gouvernement déteste les femmes, ou il s'attaque aux femmes d'une manière extrêmement violente sur leurs revenus, sur leurs droits, sur leur temps, sur leur qualité de vie, etc. Et donc, premier rendez-vous, partout où vous êtes en Wallonie et à Bruxelles, vous avez la possibilité de rejoindre, et les droits des femmes, c'est un combat des femmes, dans lequel les hommes sont bienvenus. Et donc, je ne suis pas une femme, mais j'y suis chaque année parce que je pense que c'est essentiel, si on veut se défendre ensemble, de dire que le combat des femmes, c'est aussi un combat pour tout le monde. Et donc, vous êtes une femme ou vous êtes un homme, vous êtes ce que vous voulez, vous êtes bienvenus le 8 mars dans ces rassemblements pour dire c'est un gouvernement anti-femme, c'est un gouvernement de destruction sociale et on veut s'y opposer. Plus essentiel encore dans notre combat comme syndicat, le 31 mars, on appelle une grève générale. C'est quoi une grève générale? Ça veut dire que partout, tout le monde en Belgique est couvert par le droit de s'arrêter de travailler sans être inquiété en aucune manière par son employeur. S'il est affilié ou affilié à un syndicat, il est indemnisé à hauteur de 40 € par jour pour un arrêt de travail, et que nous allons montrer aux commanditaires de ce gouvernement, qui sont les grandes entreprises, qui sont les très riches, que quand nous nous arrêtons de travailler, leur accumulation de richesse, leur production de richesse tombe en panne. C'est toujours amusant ou triste, je ne sais pas, de voir que le soir d'une grève générale, les représentants des patrons viennent à la télévision pour pleurer en disant « à cause de la grève, on a perdu 800 millions d'euros ou 1 milliard d'euros aujourd'hui, je ne sais pas quoi ». Si c'est vrai, je suppose que c'est vrai, ça veut donc dire que chaque jour où nous travaillons, où vous travaillez, nous produisons énormément de richesses. Et donc la grève, elle doit aussi servir à ça, à démontrer que les richesses dans ce pays, elles sont produites quand les gens travaillent, et que si nous voulons faire respecter nos droits, on doit exercer un rapport de force sur le seul langage que les très riches et les grandes entreprises comprennent, qui est le langage du profit. Et donc le 31 mars sera un événement important, parce que ça ne peut pas être la fin de notre conflit avec l'Arizona. L'Arizona, très clairement, nous a déjà dit « vous avez le droit de protester, vous avez le droit de montrer qu'on a menti, vous avez le droit de montrer que nos chiffres ne tiennent pas la route, mais on ne changera pas d'avis ». Et donc, c'est à nous de nous montrer plus déterminés et plus tenaces que eux, si nous voulons que, effectivement, ce qui fait notre qualité de vie, ou ce qu'on voudrait comme qualité de vie, soit défendu. Ça voudrait dire que le 8 mars, et tous les jours entre maintenant et le 31 mars, dans nos discussions, dans nos entreprises, dans nos équipes syndicales, avec nos voisins, il y a un travail de discussion à faire,
On met à votre disposition pas mal d'outils d'analyse sur papier, sur le site, etc. Le 31 mars, l'essentiel, c'est que dans chaque entreprise, on fasse le plus de grèves possible. Dans certaines entreprises, ça veut dire que l'entreprise sera fermée. Tous les grands services publics, les transports en commun, etc. seront à l'arrêt. Il y a d'autres entreprises dans lesquelles il est difficile d'arrêter complètement l'entreprise, mais on peut toujours faire quelque chose. Et vous pouvez, avec vos délégués, si vous en avez, avec vos collègues, faire en sorte que les entreprises soient le plus impactées possible, parce que c'est sur cette base-là que la suite de notre campagne d'action pour nous défendre collectivement face au cauchemar de l'Arizona pourra s'appuyer. Si la grève du 31 est une réussite, ça veut dire que le plan d'action va pouvoir continuer et s'amplifier. Merci beaucoup. Voilà, merci Felipe. On pourrait encore en parler pendant des heures, je pense, de ce catalogue des horreurs. Mais voilà, on avait prévu 1 heure et donc on va s'y tenir. Merci beaucoup pour toutes vos questions, vos réactions, vos participations. Vous avez été très nombreux. Comme je vous l'ai rappelé, les slides seront disponibles sur le site internet et vous allez recevoir un lien très prochainement avec la vidéo que vous pouvez revoir. Encore 2 petites informations. Quand je vais arrêter ce webinaire, il y a un pop-up qui va apparaître sur votre écran avec un petit questionnaire d'évaluation. C'est intéressant pour nous de savoir ce que vous en avez pensé. Donc, s'il vous plaît, prenez 2 petites minutes pour y répondre, histoire qu'on sache si ça a répondu à vos attentes. Et alors, une deuxième information, il y aura une deuxième session de ce webinaire jeudi soir en soirée. Il est encore possible de s'y inscrire. Donc, si vous souhaitez revenir ou en parler autour de vous, à des personnes qui pourraient être intéressées de le suivre, n'hésitez pas à le faire. Le lien est encore disponible sur notre page Facebook et sur le site internet. Donc voilà, merci, un tout grand merci en tout cas pour votre participation. On compte sur vous pour répondre au questionnaire et surtout, on espère que vous avez bloqué dans vos agendas le 8 et le 31 mars prochain pour qu'ensemble, on essaie de faire bouger les choses. Voilà, merci beaucoup.